Pour exprimer d'une manière frappante que le monument que j'élève sera placé sous l'invocation de la science, j'ai décidé d'inscrire en lettres d'or sur la grande frise du premier étage et à la place d'honneur les noms des plus grands savants qui ont honoré la France depuis 1789 jusqu'à nos jours. Beaucoup de lieux publics portent le nom de Gaspard Monge. Une place à Paris, ainsi qu'une station de métro, une place à Beaune, sa ville natale, où se trouve sa statue commandée par ses élèves. 2 timbres sont à l'effigie de Gaspard Monge, l'un édité en 1953 et l'autre en 1990 à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. Et même un cratère de la Lune a été nommé ainsi en 1935. Mais qui était Gaspard Monge? C'était un grand scientifique dont l'œuvre mêle 2 domaines des mathématiques, l'analyse et la géométrie. Gaspard Monge a vécu au temps de la Révolution française et du Premier Empire. À cette époque, beaucoup de changements, tant politiques que scientifiques, se sont produits. Gaspard Monge était de ceux qui avaient compris que la nation avait besoin de scientifiques et d'ingénieurs. Il fallait donc un enseignement de qualité en mathématiques et pour cela créer de nouvelles écoles. Gaspard Monge a été en 1794 l'un des fondateurs de l'une d'elles, l'école polytechnique. Fondée la même année, l'école normale de l'an 3, qui deviendra plus tard l'école normale supérieure, avait pour mission de former des enseignants. Dans ces 2 établissements, Gaspard Monge a enseigné la géométrie et ses cours sont parvenus jusqu'à nous aujourd'hui. Plus tard, Gaspard Monge a été proche de Napoléon Bonaparte qui lui donna le titre de comte de Péluse et de sénateur à vie. Gaspard Monge s'est éteint à l'âge de 72 ans en 1818, soit 3 ans après la bataille de Waterloo, alors qu'il était tombé en disgrâce sous la Restauration. Mais revenons à l'époque de la Révolution française où l'on a aussi révolutionné les unités de mesure. En effet, jusqu'à cette période, l'une des références de mesure était le corps humain. Il y avait des unités de mesure telles que le pied, le pouce, le coude et en particulier le pied du roi. Or, toutes ces unités de mesure n'étaient pas les mêmes dans toute la France, ce qui rendait les échanges commerciaux bien compliqués. En 1791, suite à un décret obtenu par Talleyrand, une commission de l'Académie des sciences, composée de mathématiciens, s'est réunie. Il y avait Borda, Condorcet, Laplace, Lagrange et Monge. Leur mission consistait à créer un système unifié des poids et des mesures. Et le 26 mars 1791, le mètre était né. Il correspondait à la 10 millionième partie du quart du méridien de la Terre. Un échantillon de ce mètre étalon se trouve à l'Observatoire de Paris et un autre est conservé au Bureau international des poids et mesures au pavillon de Breteuil à Sèvres. Et puis la définition du mètre a évolué, mais toutes ces questions restent d'actualité. Car tout récemment, en novembre 2018, la Conférence générale des poids et mesures s'est réunie en France, à Versailles, et a redéfini 4 des 7 unités de mesure que comporte le système international, avec en particulier une nouvelle définition du kilogramme. On dirait Gaspard Monge, est-ce un mirage? Non, je ne suis pas un mirage, puisque je vous entends et vous parle.
Je suis bien Gaspard Monge et j'accepte de partager mes découvertes avec vous. Gaspard Monge, vous avez accompagné la campagne d'Égypte menée par Napoléon Bonaparte et cela était à l'origine de votre explication des mirages. Oui, les soldats ont beaucoup souffert de la soif et les mirages ont été source de grandes déceptions. Vous avez donc décidé d'y réfléchir. Les mirages ne sont pas une illusion, mais un phénomène optique bien réel, puisqu'aujourd'hui, ils peuvent être photographiés. Ils s'expliquent par une déviation des rayons lumineux arrivant dans notre œil. En effet, lorsque le Soleil chauffe la Terre, il y a un changement de température au niveau des couches d'air proches du sol. Cela crée ce qu'on appelle un gradient de température, c'est-à-dire une différence de plusieurs degrés. La propagation de la lumière dépend de l'indice de réfraction du milieu, c'est-à-dire de la manière dont les rayons changent de direction et qui diffère en fonction des couches d'air. Dans un milieu homogène, la lumière se propage en ligne droite. L'air chaud étant moins dense que l'air froid, l'indice de réfraction augmente à mesure qu'on s'éloigne du sol et les rayons se courbent. Une variation de 3 degrés sur une hauteur de 1 mètre est suffisante pour expliquer ce phénomène. Pour les rayons qui passent dans la zone d'air chaud, ils sont très déviés. Ceux qui se dirigent vers le sol semblent au final être réfléchis. Ceci parce que l'œil humain a l'habitude d'observer les objets dans un milieu homogène où les rayons se propagent en ligne droite. Mais lorsque ces rayons semblent provenir du sol, ils donnent l'impression qu'ils sont la réflexion de l'objet. Dans la nature, le phénomène de réflexion est souvent dû à une surface d'eau qui joue le rôle de miroir. C'est ainsi que dans le désert, la zone de réflexion étant souvent floue, on peut apercevoir au loin des palmiers qui semblent se refléter sur un point d'eau. Autrement dit, pour observer le phénomène des mirages, il est nécessaire d'avoir un fort réchauffement au niveau du sol et une surface plane sur une longue distance. Ces deux conditions sont particulièrement bien réunies dans le désert. Mais l'explication des mirages n'a pas été votre seule contribution scientifique. Vos apports en géométrie descriptive sont fondamentaux. J'ai toujours été passionné par la géométrie. À 14 ans, j'ai élaboré une pompe à incendie. Plus tard, j'ai tracé le plan de Beaune, ma ville natale, ainsi que celui de ses fortifications. Il fallait se poser la question: à quelle hauteur faut-il monter les murs d'enceinte pour que les hommes soient à l'abri de la vue et des tirs des ennemis? Ainsi, pour répondre aux besoins concrets des architectes et des ingénieurs, vous avez beaucoup réfléchi aux notions de projection et d'ombre. Projection des cercles, des prismes, des pyramides, des cylindres et des cônes de révolution sur des plans. Aujourd'hui, nous utilisons par exemple GeoGebra pour tracer ces projections et vous avez aussi cherché à dessiner des intersections entre des volumes et des plans ou des droites. Oui. Par ailleurs, mon cours de géométrie descriptive est augmenté d'une théorie des ombres et de la perspective. Il définit les méthodes nécessaires à la résolution graphique des problèmes d'intersection et d'ombre entre volume et surface. Ce cours est encore disponible aujourd'hui et demeure un manuel de référence en géométrie descriptive. Durant presque tout le XIXe siècle et la première moitié du XXe, la géométrie descriptive de Monge a été enseignée à tous les ingénieurs. Cette technique mathématique combine les connaissances en géométrie et la maîtrise du dessin. Aujourd'hui, ce sont des logiciels de modélisation graphique qui permettent d'effectuer des vues en 3 dimensions de nos objets, de nos villes et de nos constructions. Dans l'un de vos mémoires, vous avez élaboré la théorie des déblais et des remblais en étudiant des problèmes concrets. Ceci est l'un de vos apports fondamentaux. Mais quel a été le point de départ à votre questionnement ? Je me suis demandé quel était le moyen optimal pour déplacer un tas de minerais à extraire d'une mine,
ou bien un tas de terre d'une forme donnée en un endroit donné pour former un autre tas de terre de même masse, ceci afin de construire des fortifications. Il s'agissait de déterminer où décharger chaque brouette en minimisant la main-d'œuvre nécessaire. Votre question est donc: comment décider où transporter chaque morceau de terre d'un point de départ vers sa destination, du déblai vers le remblai, pour minimiser le travail accompli? La réponse que j'ai donnée était géométrique. J'ai compris qu'il fallait déplacer les morceaux selon le vecteur normal à une certaine surface. Afin de déterminer cette surface, j'ai écrit une équation aux dérivées partielles très compliquée, que vous appelez d'ailleurs équation de Monge-Ampère, et qui fonde le transport optimal tel que vous le connaissez aujourd'hui. Pour expliquer les choses avec des notions d'analyse, imaginons que chaque morceau à déplacer est en fait infiniment petit. En termes mathématiques, la somme des distances parcourues par tous ces morceaux infinitésimaux devient une intégrale, que l'on appelle aussi le coût du problème. Il s'agit donc de minimiser le coût. La notion d'intégrale ou de coût peut être étendue à bien d'autres problèmes en introduisant des espaces abstraits et des notions de distance générale. Dans les années 1940, l'économiste et le mathématicien russe Leonid Kantorovitch a donné la première description rigoureuse mathématique de cette théorie, baptisée sous le nom de problème du transport de Monge-Kantorovitch. Il s'agit de minimiser les dépenses dues au transport du matériel, à la gestion des files d'attente, de stock, d'appariement optimal entre un point de départ et un point d'arrivée, mais encore entre acheteurs et vendeurs et entre employés et tâches. Il faut attendre les années 1990 pour que la théorie du transport optimal devienne à la fois une question de mathématiques profonde et un outil servant à résoudre des problèmes en géométrie et en analyse. Y ont notamment contribué les deux médailles Fields, Cédric Villani et Alessio Figali. Le transport optimal est depuis peu au cœur de problématiques très appliquées en sciences de données, en particulier pour résoudre des problèmes en traitement d'images et en apprentissage machine. La généralisation de la notion de distance, différente de la distance euclidienne, permet aujourd'hui des applications très impressionnantes. Par exemple, en traitement d'image, on s'intéresse au transport de pixels ou au niveau de gris pour normaliser les contrastes. Par exemple, les effets et filtres que vous utilisez sur vos téléphones portables pour retoucher vos photos et vos selfies sont des applications très concrètes et contemporaines de la théorie du transport optimal initialement élaborée par Gaspard Monge. À l'époque de la Tour Eiffel, on ne pouvait pas savoir que la théorie du transport optimal connaîtrait des développements aussi importants de nos jours. À l'origine, un problème d'ingénieur, le transport optimal se trouve au cœur de la recherche mathématique aujourd'hui. Gaspard Monge, souhaitez-vous laisser un message à nos jeunes auditeurs? J'avais deux moyens de succès infaillibles, une invincible ténacité et des doigts qui traduisaient ma pensée avec une fidélité géométrique. Et une dernière chose vous concernant. Vos cours sans notes et improvisés étaient très appréciés par vos élèves car ils fascinaient. Autrement dit, en bon pédagogue, vous aviez une volonté d'expliquer. Et de transmettre, car la recherche va de pair avec la transmission des savoirs, la théorie avec la pratique.